Boualem Sansal nargue l'Algérie, mes amis. Il nous dit « Oui, c'est pas une année de prison qui va me faire du mal, je suis en pleine forme. » Bah c'est formidable, Boualem. Il te reste 4 ans à purger. Tu peux y retourner. En effet, mes amis, regardez bien Boualem Sansal, ce qu'il nous dit. « Bonjour la France, Boualem revient. Je vais plutôt bien. Je suis costaud. Je ne vais pas être détruit par une petite année de prison. » Bah ça tombe bien. Tu vas à Berlin, aller-retour à Alger et 4 ans de plus. Mais c'est très largement une manière de narguer l'Algérie. Tu vois, maintenant il nous dit « Oui, je vais plutôt bien. Je vais arriver en France. Tout va bien pour moi. » Tu te fous de nous? On n'arrêtait pas de voir dans tous les articles de presse comme quoi il avait un cancer, comme quoi il allait disparaître, il était carrément au bord du gouffre. On a sa famille qui disait nous sommes inquiets pour son état de santé. Et finalement, il va bien. Bah, s'il va bien, c'est peut-être que l'Algérie, finalement, l'a très bien traité. Et si l'Algérie traite aussi bien ses prisonniers, peut-être que ce serait l'occasion, du coup, de leur envoyer des mecs comme Abdeslam Bouchouareb. Parce que la justice française, elle se planquait derrière l'idée que l'Algérie maltraitait les prisonniers. Bah, finalement, Boualem Sansal va bien. Donc, soit Boualem Sansal retourne en Algérie, hein, il refait les 4 ans qui lui restent, soit vous envoyez Abdeslam Bouchouareb, parce que finalement, le système judiciaire algérien est très respectueux des libertés individuelles et de la santé de ses prisonniers. Bon, l'affaire Boualem Sansal, c'est quand même une histoire qui vient de connaître un rebondissement assez spectaculaire. Ah oui, spectaculaire, c'est le mot. On a passé des semaines avec ce récit, ce narratif très anxiogène, un écrivain en danger de mort, les jauges algériennes, et puis d'un coup, tout s'arrête. Le rideau tombe. C'est ça, le rideau tombe et on le voit débarquer à Berlin, tout sourire, l'air presque reposé. Franchement, la dissonance elle est brutale. C'est violent, oui. On a l'impression d'assister à la fin d'une pièce de théâtre où l'acteur principal refuse de jouer le rôle qu'on lui a écrit. Exactement. Mais je dirais que c'est plus que ça. Ce n'est pas juste un acteur qui change de script. C'est la réalité qui fait éruption sur scène et qui met fin à la pièce. D'accord. Cette image de Sansal en bonne santé, pour moi, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de la véritable histoire. C'est-à-dire que ça nous force à nous poser une question toute simple, mais dérangeante. Qu'est-ce qu'on nous a vraiment raconté pendant tout ce temps ? On sort du drame humain, qu'il soit réel ou supposé d'ailleurs, pour entrer dans une analyse beaucoup plus froide. Celle d'une partie d'échec, une partie géopolitique entre Alger et Paris. Où un homme a servi de pion. Voilà, où en homme, son corps, sa réputation ont servi de pion. Alors, décortiquons ça, justement. Pion, le mot est fort. Revenons sur le récit initial. La presse française, ou une certaine presse en tout cas, oui, il faut le préciser, a utilisé un vocabulaire de fin du monde. Gravement malade, risquant de ne pas survivre, victime d'un système répressif impitoyable. C'est puissant comme mot. Très puissant. Est-ce que c'était juste, de l'hyperbole médiatique pour capter l'attention, ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière ? Oh, il y a toujours autre chose derrière, quand le vocabulaire devient aussi uniformément alarmiste. Ce n'était pas une construction délibérée au sens d'un complot, soyons clairs. D'accord. C'était plutôt une convergence d'intérêts. Et surtout, dans un contexte politique bien précis. Il ne faut pas oublier le climat de ces derniers mois. Le refroidissement diplomatique. Un refroidissement quasi glacial entre Alger et Paris. Vous avez les querelles mémorielles, ça c'est le bruit de fond permanent. Mais là, on avait des divergences stratégiques majeures sur le Sahel, des tensions sur les questions migratoires. Ce récit sur Sansal, il n'est pas né dans le vide. Il est apparu au moment parfait. Exactement, au moment parfait pour servir d'angle d'attaque. Donc, ce n'était pas tant l'individu qui comptait, mais le symbole. C'est ça, le symbole qu'il pouvait représenter à un instant T. L'affaire individuelle a été choisie et amplifiée parce qu'elle cochait toutes les cases. Elle mettait en scène une opposition de valeurs très simple. La France, patrie des droits de l'homme. Face à un régime algérien présenté comme arbitraire, brutal. C'est un levier narratif extrêmement puissant. Et puis il y a eu cet effondrement visuel. Le fameux refus du personnage, comme vous disiez. L'apparition de Sansal à Berlin, calme, qui déclare, et je trouve la formule savoureuse, oui, qu'un an de prison ne l'a pas du tout détruit. Là, en quelques secondes, tout le discours qu'on nous servait depuis des semaines, pouf, ça s'écroule. C'est ça qui est fascinant. L'effondrement est total, parce qu'il est visuel. C'est une image contre des milliers de mots. La contradiction est tellement violente, il n'y a pas de rattrapage possible. On ne peut pas dire « oui, mais… » Le « mais » n'existe plus. Non. C'est un chaos narratif. Un chaos narratif, l'expression est parfaite. Parce que ça expose la fragilité de ces constructions médiatiques.
Quand un récit est bâti non pas sur des faits vérifiés, mais sur des projections, des craintes et, disons-le, un agenda politique. Il suffit d'un seul fait brut. Un seul fait brut et incontestable pour le faire voler en éclats. La réalité, en l'occurrence, un homme en bonne santé qui marche dans un aéroport, a agi comme un dissolvant sur la fiction. Mais ce qui est fou, c'est l'énergie dépensée. Si le risque de se faire prendre, disons, la main dans le sac était si élevé, l'enjeu derrière devait être énorme. Énorme, oui. Pourquoi un tel investissement sur ce cas précis ? Au point de risquer une perte de crédibilité majeure pour certains. Parce que les enjeux dépassent de très très loin le sort d'un seul homme. Il faut vraiment dézoomer pour comprendre. Allons-y. Le premier niveau, le plus brûlant, c'est le Sahel. C'est le théâtre d'une redistribution totale des cartes. La France est en plein recul stratégique. Son influence s'effrite à une vitesse spectaculaire au Mali, au Niger. Oui, ça c'est clair. Et pendant ce temps, qui est-ce qui s'affirme comme le nouvel arbitre régional ? Le médiateur incontournable. C'est l'Algérie. D'accord, le Sahel, la grande angoisse française du moment. Mais est-ce qu'une affaire de droits de l'homme peut vraiment changer la donne sur le terrain ? J'ai du mal à voir le lire direct, là. Voilà, le terrain moral. L'idée, c'est de dire, peut-être que l'Algérie gagne en influence, mais regardez à quel prix. C'est un régime qui ne respecte pas les droits fondamentaux. C'est une manière de saper la légitimité du rival. C'est exactement ça. On ternit son image au moment même où il marque des points. C'est une contre-offensive par le soft power. D'accord. Mais est-ce que c'est une stratégie qui est encore efficace aujourd'hui, surtout venant d'anciennes puissances coloniales ? L'efficacité est discutable, surtout quand la manœuvre est aussi visible. Mais ça révèle une certaine fébrilité. Et ça nous amène au deuxième point, qui est lié. Qui est ? La montée en puissance de l'Algérie elle-même. Pendant longtemps, Paris a vu Alger comme un partenaire junior, parfois difficile, mais un partenaire. Aujourd'hui, Alger s'affirme comme un pôle de puissance autonome. Sur l'énergie notamment ? Sur l'énergie, bien sûr, avec son rôle crucial pour l'Europe depuis la guerre en Ukraine, mais aussi sur le plan diplomatique, avec une politique africaine très active. Cette affirmation, elle dérange. Ces campagnes médiatiques sont un symptôme, une tentative de freiner ou du moins de délégitimer cette nouvelle assurance algérienne. Une sorte de rappel à l'ordre symbolique. Ne vous croyez pas arrivé. D'accord. Et au-delà de ces grandes manœuvres, il n'y a pas un enjeu plus technique ? Si. Et il est absolument crucial, un enjeu judiciaire très précis. Ah ! Depuis des années, la France justifie son refus d'extrader des personnes recherchées par la justice algérienne en invoquant un argument massu, les garanties insuffisantes du système pénitentiaire algérien. En clair, on ne peut pas vous les livrer, ils risquent d'être maltraités. C'est ça. Traitement inhumain et dégradant, c'est la formule consacrée. Ah oui, ça c'est un point auquel je n'avais pas du coup pensé. Donc l'image de Sansal. L'image de Sansal en bonne santé a un impact direct sur des dossiers juridiques en cours à Paris. C'est plus qu'un impact, c'est une torpille. C'est fascinant. Comment voulez-vous continuer à plaider ce risque avec la contre-preuve vivante d'un homme qui sort de prison et qui a l'air d'aller parfaitement bien ? L'argumentaire français devient soudainement beaucoup plus difficile à défendre. C'est redoutable. Et face à cette campagne, la réponse d'Alger a été le silence. Le silence quasi total. Oui. On s'attendait à une guerre de communiqués, à des démentis, et on a eu rien. On pourrait croire qu'il laissait le champ libre. C'est étrange, non ? C'est là qu'on voit que la stratégie algérienne a été d'une finesse redoutable. Ce n'était pas de la passivité. C'était un silence stratégique. Une retenue calculée. Calculée au millimètre. Les dirigeants algériens ont compris quelque chose de fondamental. Dans ce type de confrontation, la meilleure réponse n'est pas une contre-propagande, c'est un fait. Pourquoi s'épuiser ? Exactement. Pourquoi s'épuiser en démentis qui seront de toute façon jugés peu crédibles, quand on sait qu'à la fin la réalité va parler d'elle-même ? Ils ont joué la montre en attendant la libération. Ils ont laissé la réalité faire le travail à leur place. Une seule image de Sansal à l'aéroport a eu plus d'impact que 100 communiqués de presse. C'est une leçon de communication de crise. Absolument. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Alger a reporté une victoire narrative écrasante sans prononcer un seul mot. Et Boualem Sansal dans tout ça ? Parce qu'on parle de lui comme d'un pion, mais c'est un homme, un écrivain. Bien sûr.
A-t-il été un instrument malgré lui ou a-t-il joué un rôle actif? C'est la question la plus complexe. Il est devenu un symbole et c'est souvent le sort tragique des individus pris dans ces engrenages. En France, certains courants l'ont érigé en icône pour valider leur propre vision du monde. L'opposition binaire, la démocratie éclairée contre l'autoritarisme. C'est ça. Mais l'ironie suprême, c'est qu'en affirmant simplement aller bien, en refusant de jouer le rôle de la victime agonisante, eh bien il a involontairement saboté tout le récit construit autour de son nom. Il était l'instrument de la campagne, puis l'instrument de son échec. C'est une très bonne formule. Alors, si on fait les comptes, qui a marqué des points? Qui sort gagnant de cette confrontation? Sans la moindre hésitation, l'Algérie. La victoire est nette, sans bavure. D'autant plus forte qu'elle a été obtenue par le réel, pas par la propagande. Et les perdants? Les grands perdants, ce sont évidemment certains médias français et les cercles politiques qui ont relayé ce récit. Leur crédibilité est sérieusement écornée. Quand l'écart entre ce qu'on raconte et ce que les gens voient est aussi grand, la confiance est abîmée, durablement. Et il y a une victime collatérale, non? C'est le discours humanitaire lui-même? Absolument. C'est peut-être la conséquence la plus grave. Quand une cause aussi noble que la défense des droits de l'homme est instrumentalisée de manière aussi flagrante... Elle perd de sa force. Elle perd de sa force universelle, oui. La prochaine fois qu'une alerte similaire sera lancée, le doute s'installera. Et ce doute, il profite toujours à ceux qui violent réellement les droits. C'est un jeu extrêmement dangereux. Donc ce qui devait être une tragédie humaine s'est transformé en un cas d'école de guerre informationnelle. La réalité qui renverse la fiction. C'est presque un roman. C'est un révélateur parfait des tensions qui structurent la relation algéro-française aujourd'hui. Une relation où tout est politique, où chaque fait divers peut devenir une affaire d'État. Une affaire où la bataille des récits est aussi importante que la diplomatie. Cette affaire, donc loin d'être anecdotique, c'est une fenêtre sur une confrontation beaucoup plus large, où les médias ne sont plus seulement des observateurs, ils sont des armes. Un champ de bataille symbolique. Précisément. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir qui va bien au-delà de ce cas précis. Laquelle? Si une affaire humanitaire en apparence aussi simple peut dissimuler une telle complexité stratégique, une telle instrumentalisation, quelle confiance peut-on encore accorder aux récits qui nous sont présentés quotidiennement? Derrière chaque vague d'indignation médiatique, aussi juste qu'elle puisse paraître, il devient peut-être vital de se poser systématiquement la question: à qui profite réellement le récit?